Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité de ce lundi dominée par la conférence des Nations Unies sur le climat. On va très largement en parler en essayant d'évoquer notamment les enjeux économiques, ce que ça signifie vraiment pour les entreprises. Et j'ai la chance d'avoir un expert autour de cette table qui travaille véritablement sur les implications entre la transition énergétique et la vie réelle des entreprises. La dernière fois qu'il était venu dans ce studio, je crois que c'était il y a 3 semaines ou 1 mois, il nous avait dit si on double le CO2, la température monte de 4 degrés en moyenne. Oh, ça semble peu 4 degrés. Seulement, il constatait, il nous rappelait que depuis la dernière ère glaciaire, il y a 20 000 ans et aujourd'hui, la température moyenne de la Terre avait augmenté de 5 degrés. Ce qui veut dire que si on prenait 4 degrés en seulement 100 ans, c'était véritablement absolument colossal. Et vous savez, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aboutir à une augmentation de la température limitée à 2 degrés d'ici 2100. Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. C'est bien vous qui aviez dit ça, hein? Je l'ai dit absolument. Voilà. C'est hallucinant. Je n'ai même pas changé d'avis depuis. Vous êtes le président de The Shift Project et vous êtes associé de Carbone 4. Vous avez publié Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie, publié chez Odile Jacob. Avec nous Gilles Legendre, bonjour. Bonjour à tous. Fondateur d'Explora et compagnie, agence d'intelligence et de communication stratégique. Et Ludovic Subran, bonjour. Bonjour. Chef économiste de l'Air Hermès. On va évoquer les relations avec les entreprises et tout ce que ça peut signifier. Juste un mot sur Carbone 4. Vous me disiez que c'est vous qui avez inventé le socle de réflexion et la mise en place d'un nouvel indice boursier qui est effectivement engagé par Euronext, qui est un indice qu'on va baptiser 2 degrés, quoi, l'indice 2 degrés. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors c'est une méthode qui a été mise au point par Carbone 4, qui s'appelle Carbon Impact Analytics, avec notamment le soutien de Mirova, qui est la filiale investissement, on va dire, socialement responsable, pour faire simple, de Natixis. Donc un asset manager, et c'est une méthode qui essaye de comprendre quelle est la contribution possible d'une entreprise à la transition énergétique. En gros, on met en balance les émissions que cette entreprise occasionne parce qu'elle doit produire. Donc elle doit produire, elle a besoin de matières premières, elle a besoin de transporter, etc. Tout ça, ça fait des émissions. Et les émissions qu'elle est capable d'éviter chez les autres, parce que l'utilisation de ces produits est capable, dans un certain nombre d'endroits, d'éviter des émissions. Un exemple idiot, si vous vendez de la laine de verre, et que vous la vendez dans des bâtiments qui existent déjà, vous allez un peu diminuer la consommation énergétique des bâtiments qui existent déjà, et ça fait baisser les émissions. Et on regarde comment l'un et l'autre se comparent, et si vous avez la chance d'être dans une activité où ce que vous faites va diminuer chez les autres plus que ce que vous occasionnez en direct, alors vous êtes compatible avec la transition, pour dire les choses de manière un peu simple. Alors évidemment, il y a tout un tas d'entreprises qui n'y sont pas encore, mais elles en sont plus ou moins loin, donc ce qu'elles font est plus ou moins bien, etc. Et cette méthode a servi de base méthodologique à la création de l'indice d'Euronext, et on en est évidemment très fiers et très heureux. Donc c'est cet indice, si on est compatible, on va se retrouver dans l'indice. Exactement. Et c'est un indice sur lequel les investisseurs pourront... et c'est qui va trancher pour savoir si on rentre ou si on ne rentre pas dans l'indice? Le conseil scientifique d'Euronext. Qui est compétent? Qui va aller calculer lui-même les crédits carbone? Pas du tout. Le conseil scientifique d'Euronext, il nous fait confiance. Donc, non, le conseil scientifique d'Euronext a dit que notre méthode était la méthode pertinente pour faire ce genre de choses. Après, sur les calculs pratiques, c'est nous qui allons les faire. D'accord, c'est vous qui allez les faire. Juste un mot avec vous, et je me tournerai vers Jean-Marc Jancovici dans un instant. Gilles Legendre, Ludovic Subran, est-ce que vous êtes sensible à cette polémique pour savoir si c'est l'homme ou pas qui est responsable? Vous savez cette histoire de dingue? Est-ce que c'est... Non mais, on va pas refaire l'histoire. Mais dès le matin, moi, depuis la terminale, j'ai pas fait beaucoup de philo, Nicolas. Non mais non. Est-ce que c'est l'activité humaine ou pas qui a provoqué un accroissement colossal des émissions de gaz à effet de serre? Ça semble crever les yeux. Et c'est vraiment le débat qui oppose aujourd'hui les deux mondes. Les deux mondes entre les climato-convaincus et les climato-sceptiques. C'est l'un des éléments. Moi, je n'ai pas je suis pas expert de la question, mais j'ai l'impression que la question est... Oui, évidemment, c'est l'activité humaine qui a provoqué cette élévation de la température et fait monter de façon exponentielle le risque climatique sous tous ses aspects. Et alors, j'allais dire maintenant, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Le vrai débat, c'est comment on arrive à maîtriser ce risque et à revenir en arrière sur une tendance qui a été d'une violence et d'une rapidité, comme le rappelait tout à l'heure Jean-Marc, exceptionnelle. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Et la vérité, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une révolution absolument fascinante. On va, pendant 15 jours, se tordre les yeux pour savoir si, oui, la COP21 va être ou non un succès.
Ça va être un peu ça la question. Ouais. Alors que l'on sait qu'il faut l'unanimité et que l'on sait que les intérêts du Nord et du Sud sont difficilement conciliables. Oui, mais C'est pas le seul sujet. hein. c'est pas le seul sujet. Et j'allais dire, nous n'aurons jamais les outils objectifs qui permettront de dire oui, c'est sûrement un succès, non, c'est sûrement un échec. Ça va être quelque chose dans une zone absolument grise, et c'est pas à l'aube de l'intensité du gris qu'il va falloir juger cette conférence. Pour moi, peut-être par angélisme ou par optimisme, c'est déjà un succès. Mais pas la conférence en tant que telle, mais le mouvement et la révolution qu'elle représente, dont on va certainement pouvoir dire ici même qu'elle est notoirement insuffisante, et je connais les thèses de Jean-Marc et j'y souscris en large part, mais qui a un mérite inouï, c'est d'exister. Et cette révolution, elle se manifeste dans le fait qu'aujourd'hui, elle est le seul sujet positif de la mondialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on cherche le vrai sujet qui réunit la majorité et l'écrasante, presque l'exhaustivité des pays et des économies, c'est celui-là, avec des points de vue différents, avec des divergences, avec des conflits d'intérêts majeurs, mais il n'y a pas d'autre sujet qui fasse concurrence à celui-ci pour créer une sorte de mouvement international, de mouvement mondial. Deuxièmement, c'est le seul sujet... Gilles, attends, juste une seconde. C'est pas parce que le sujet fait le buzz que le sujet est important. Il n'y a pas d'incitation économique derrière. On réunit pas 150 chefs d'État sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'ils ont décidé depuis 5 ans? Rien du tout. Non, mais c'est à part le fond vert pour le Finissez, Gilles. Deuxièmement, c'est le seul sujet qui, j'allais dire, oblige à penser la gouvernance du monde d'une manière différente, et notamment pas simplement en termes de lois, de décrets, de règlements, de traités, mais avec l'introduction de logiques incitatives, dont on va certainement dire, et je viens de l'entendre à l'instant, qu'elles sont déjà insuffisantes, mais c'est cette logique-là qui est en train de se mettre en place. On a vu que les systèmes contraignants à Kyoto ne fonctionnaient pas bien. C'est la clé, là. Vous prononcez l'un des mots-clés. Oui. Contraignant ou pas contraignant. Attendez, après, il y a prix du carbone ou pas prix du carbone. On est au début de quelque chose. Et troisièmement, j'allais dire, c'est apparemment secondaire, mais pour moi c'est fondamental, c'est le seul sujet qui est aujourd'hui capable de mobiliser la jeunesse au niveau mondial. Quand on parle de politique à la jeunesse, c'est sur les questions d'environnement et de climat qu'elle va se porter. Ludovic, réaction à tout ce que vous pouvez dire, Gilles. Avec effectivement à part le chômage, je vais te dire, il n'y a pas grand-chose qui intéresse les jeunes et surtout pas le climat. Ça, c'est déjà une première chose. C'est pas vrai? Bon, Ludovic, on peut en parler pendant longtemps. Pas réagir, Jean-Marc. Si t'as pas assez à bouffer, je pense que tu peux être climato-sceptique ou pas, c'est pas ça qui compte au final. Et oui, il y a des gens qui commencent à se mobiliser. Je suis d'accord, je souscris avec la plupart des choses que tu as dites, Gilles. Bon, le problème, c'est juste ce qu'on met derrière. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que les débats sur le climat, c'est très pascalien. C'est-à-dire que, comme Pascal, on ne sait pas vraiment s'il y a Dieu ou pas, et donc du coup, on va se comporter bien, mais au final, on le fait plutôt par doute que par vraie foi. Et donc les gens, les entreprises, les ménages, essaient plus ou moins de se comporter de façon un petit peu meilleure vis-à-vis de leurs émissions carbone, mais au final, je suis désolé, il n'y a pas d'incitation. Moi, je regarde un petit peu les investissements, les dettes des entreprises qui sont décarbonées, les points de PIB qu'on peut attribuer à une transition énergétique, etc. Je suis désolé, en 2010, il y a eu une espèce de micro-état particulièrement positif parce qu'il y avait beaucoup d'argent public et donc il y a eu des incitations et donc on a fait des choses dans le climat. Depuis, dans les économies avancées, il y a eu un moindre investissement dans tout ce qui est friendly quand on parle de réduction du carbone parce que l'énergie carbonée est au plus bas depuis pas mal de temps et donc forcément il y a beaucoup moins d'incitations pour faire cette transition énergétique. Pour l'innovation, les incitations fiscales n'existent quasiment pas et quand elles existent, elles sont extrêmement volatiles. Donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a des secteurs dans lesquels ça marche, le bâtiment vert, tout ce qui est un peu réduction énormément d'innovation, etc. Mais l'innovation, encore une fois, il faut de l'argent pour cette innovation verte et malheureusement que ce soit l'économie verte ou l'innovation verte, moi aujourd'hui je pense que l'argent qu'on avait commencé à avoir pour faciliter cette transition énergétique a disparu.
Il y en a un petit peu sur les marchés, c'est intéressant. Je pense que M. Jancovici parle de cette expérience-là parce qu'on voit les indices verts qui, eux, attirent de l'argent. Mais pour des raisons d'arbitrage toutes bêtes. C'est-à-dire que c'est des choses contre-cycliques. Donc ça attire les investisseurs parce qu'ils n'ont pas cette espèce de corrélation sur le portefeuille qu'on a sur les autres actifs. En revanche, dans les bilans des entreprises, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que la marque verte, si vous voulez, ne rapporte pas, n'est pas profitable, à part dans des cas extrêmement... La marque verte. Alors allez-y, Jean-Marc Jancovici, par rapport à l'optimisme totalement débridé. Non, pas non. Attendez, je récuse absolument ce terme-là. J'ai pris les précautions de dire qu'on est au début de quelque chose, mais que ce début de quelque chose introduisait une véritable rupture dans la façon dont l'économie mondiale est en train de se penser. Moi, je suis d'accord avec les deux. C'est-à-dire que lundi, on est en train d'assister à quelque chose qui est une modification rapide, on va dire, et l'autre dit, et si je fais un bilan à date, pour le moment, il ne s'est pas encore passé grand-chose. Je suis d'accord avec les deux. Et moi aussi. Moi aussi. Super, non, mais attendez, voilà. On est dans quelque chose de très compliqué. Je suis d'accord avec Gilles Legendre quand il dit 150 chefs d'État qui viennent dire on va se serrer les coudes pour s'occuper du problème. En soi, c'est déjà un succès. Et je suis d'accord avec le constat qui consiste à dire aussi, oui, mais c'est pas toute l'histoire. Et je suis d'accord avec les deux. Alors, si on regarde ce qui fait bouger les acteurs économiques, pour le moment, on leur a donné un indicateur aux acteurs économiques qui s'appelle leur compte. C'est ça qu'on leur a donné. Donc tant qu'on n'est pas capable d'avoir des règles du jeu qui font que les comptes sont plus sympathiques à tenir dans un monde où on décarbone que dans un monde où on décarbone pas, ils décarbonent pas. C'est aussi bête que ça. Décarboner, ça veut dire tenir compte d'une externalité dont on ne tenait pas compte avant. C'est-à-dire ? Eh bien, ça veut dire que vous devez vous occuper d'un problème qui avant n'en était pas un. Donc vous allez devoir dépenser de l'argent, etc. Donc c'est nécessairement un peu plus pénalisant. Oui, mais Jean-Marc Jancovici, comment est-ce qu'on va demander à des pays de bien vouloir faire ce qu'on n'a pas fait, nous, lors de nos grandes phases d'expansion, où on a largement profité de l'énergie fossile? Je vais y arriver. En gros, il faut, si je prends un parallèle comptable, s'obliger à partir de maintenant à tenir nos comptes exactement comme s'ils devenaient grévés d'une provision pour risque, pour remise en état du climat ou quelque chose qui ressemble à ça, et d'une dotation aux amortissements pour consommation de ressources non renouvelables. Okay. D'accord, il faut raisonner. Or aujourd'hui, c'est pas dans les comptes ce truc-là. Donc vous profitez en tant que passager clandestin d'un truc que la nature a mis gratuitement à notre disposition qui s'appelle les combustibles fossiles et d'un autre truc que la nature a mis gratuitement à notre disposition qui s'appelle un système climatique. Soit dit en passant, sans système climatique, on n'est pas très bien. Donc vous avez aujourd'hui une incitation à faire entre guillemets ce qui ne va pas, tout simplement pour des raisons strictement économiques. Donc il faut renverser la logique. Alors est-ce que renverser la logique est compatible avec la croissance perpétuelle? C'est tout le sujet. Alors là, non. Moi je pense que non. Je poserai la question, mais déjà renverser la logique. Non, c'est ça le sujet. C'est parce que sinon ça serait fait depuis longtemps. Donc vous allez changer les règles du jeu entre les gagnants et les perdants. C'est un truc que les perdants n'aiment pas. Vous allez devoir inventer une nouvelle manière de compter et la diffuser. C'est un truc qui ne se fait pas en 24 heures. Et par ailleurs, vous avez des politiques qui en démocratie sont toujours en train de survendre ce qu'ils font, avec le risque majeur qu'ils vous disent ça y est, le monde est sauvé parce qu'on s'est réunis, et puis le lendemain, et moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est la déception, et puis nous là on est entre CSP++, donc le climat ça nous intéresse, je suis d'accord qu'il y a tout un tas de gens qui s'en foutent complètement, et je les comprends, parce que leur premier souci c'est de savoir s'ils conserveront leur job demain matin. Et réconcilier les deux, ça demande des plans économiques qui sont compatibles avec le problème. Ça demande ce genre de choses. Ça demande l'unanimité en l'occurrence. Non. C'est très français. Okay. C'est très français comme vision, ça. On adore. Vous croyez qu'au sein de l'ONU, il fallait l'unanimité? Mais non, on adore le blanc. Oui, il faut le consensus, qui est un peu différent de l'unanimité. Mais là où on survend la chose, c'est que c'est pas l'ONU qui a les cartes en main pour ensuite faire en sorte que les gens se bougent. Parce que tant que l'ONU, ça remonte pas au Conseil de sécurité et qu'on n'envoie pas les chars et les avions chez les gens qui respectent pas leurs émissions, c'est pas l'ONU qui décide. C'est pas l'ONU qui a la main sur la fiscalité. C'est pas l'ONU qui a la main sur la réglementation. C'est pas l'ONU qui a la main sur les règles du commerce mondial. Tout ça, c'est ailleurs. C'est pas l'ONU qui a la main sur la fondation IFRS. Et c'est les normes comptables. Ouais, les normes comptables. Et c'est pas l'ONU non plus qui s'occupe du Conseil de stabilité financière. Donc ce que peut faire, or c'est là que les choses se passent qui vont avoir pour le coup un vrai impact. On parlait tout à l'heure de Ronext. Dans un domaine très voisin, il y a le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui a fait un discours remarquable il y a un mois, dont vous avez peut-être parlé sur ce plateau, et qui a dit le risque climat doit devenir un risque majeur intégré par les investisseurs. Le jour où vous avez dans les stress tests
du monde financier. Rigolez pas, c'est Non, mais je rigole pas par moquerie. Des gens qui vous disent votre stress test là, il a une sale gueule parce que vous avez trop de trucs carbonés dans vos investissements, ça va faire bouger les lignes de manière significative. Mais c'est déjà le cas. Et ça, c'est en train de se passer. C'est déjà le cas. On fait On a comme déjà les normes RSE, on a déjà des choses qui sont en place. Bon. On est passé d'une phase où l'écologie, C'est pas contraignant. et notamment les pionniers de l'écologie, étaient sur des positions hyper politiques, assez idéologiques et, j'allais dire, à grand niveau d'affectivité. Ils existent toujours, ces gens-là. Ils existent, ils sont respectables. C'est comme pour la lutte des femmes. Les pionnières ont pris des sacrés risques. Alors après, on peut les rire, on peut les moquer, mais c'était quand même fondamental que quelqu'un se lance. Après, l'écologie politique a été quand même très légèrement dévoyée. Mais aujourd'hui, le fait nouveau, c'est que l'impact du je ne fais rien ou je ne fais pas assez commence à être mesuré, perçu et donc redouté. Il y a des secteurs entiers de l'économie qui se rendent compte que, évidemment, ça va être très compliqué de changer, ça va probablement être coûteux, ça oblige des revirements majeurs. On en a entendu plein d'exemples sur votre antenne depuis ce matin qui étaient passionnants. Je pense notamment à la directrice générale d'Engie qui a raconté le tournant qu'ils étaient en train d'essayer d'opérer, probablement avec des ambiguïtés, des contradictions, etc. Non mais, bien sûr, tout ça est vrai. Mais il y a des secteurs entiers qui se rendent compte que de toute façon, le système n'est plus tenable. Et on s'en fout de l'ONU, là. C'est les secteurs qui vont faire. Ce qui m'a frappé, c'est que depuis 5 minutes, vous venez de m'expliquer que c'est pas ce qui se passait à la COP21 qui allait changer quoi que ce soit. Prenez le cas de l'assurance. Si, parce qu'il y a des moments où il faut célébrer ça. Et la COP21 permet de le célébrer. Sans ça, regardez l'assurance. Attendez, je finis. L'assurance aujourd'hui n'est pas tenable dans le système actuel. Avec les risques climatiques. Oui. Elle n'est pas capable. Donc, elle est obligée de toute façon se réformer. Mais en se réformant, elle va obliger ses clients à se réformer. Parce que c'est pas une entreprise de philanthropie, l'assurance. Donc, il va falloir qu'elle continue de gagner de l'argent. Et si les sinistres augmentent de façon majeure, elle devra augmenter les primes. Et si elle augmente les primes, les boîtes seront obligées de se réformer. On marque une pause. Vous réagirez dans un instant, Jean-Marc Jancovici. Au débutant cette émission, j'avais dans l'idée que les Nations Unies réunissaient des États pour essayer d'arracher un accord qui permettrait de limiter la hausse de la température à 2 degrés à l'horizon 2100 et de débloquer une enveloppe de financement de 100 milliards d'euros par an pour les pays du Sud d'ici à 2020 afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir maintenir le réchauffement donc maîtrisé. Et j'ai l'impression depuis 5 minutes que tout est ailleurs. Donc vous allez me dire... Tout est aussi ailleurs. Mais la fin de l'histoire est ailleurs. Bon, vous voyez comme quoi c'est compliqué. Après on verra si effectivement... Non mais on verra si compliqué que c'est bien. Oui. Mais on va voir après si c'est le progrès qui a provoqué le réchauffement. Donc si le fait de vouloir lutter contre le réchauffement, il y a une forme de décroissance qu'il va falloir inscrire derrière. Le fait que cette complexité soit assumée et révélée est un des signes qui permettent de pencher pour un certain optimisme. Commencerons d'abord par être compliqué, après on pourra y croire, tout de suite.